Cette vidéo fait suite à l'activité expérimentale sur la combustion du carbone dans le dioxygène. Alors, pour rappel, un petit morceau de fusain incandescent avait été introduit dans un flacon rempli de dioxygène et après la combustion, le trouble qui se manifestait au niveau de l'eau de chaud permettait de conclure qu'il s'était formé du dioxyde de carbone. Alors, dans tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, il ne faudra pas perdre de tête que la chimie, ce n'est pas de la magie, même si ça rime. Et comme l'a si bien dit le célèbre chimiste Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, de nos jours, cette célèbre maxime pourrait être traduite de façon un petit peu plus scientifique en termes de conservation. En effet, il faudrait dire que lors d'une transformation chimique, on doit avoir conservation des atomes, mais également conservation de la charge électrique. Lors d'une transformation chimique, nous allons comparer ce que nous avons avant. Alors, les espèces qui vont réagir sont appelées les réactifs, et celles qui se forment, c'est-à-dire celles que l'on obtient après, sont les produits. Dans le cas présent, les réactifs sont le dioxygène et le carbone, et le produit, car ici il n'y en a qu'un, c'est du dioxyde de carbone. À partir de là, il est possible d'écrire l'équation de la réaction. Alors cette équation de la réaction s'écrit C plus O2 donne CO2. Comment se lit-elle? Eh bien, elle peut se lire à deux niveaux. Tout d'abord, à un niveau microscopique, on pourrait l'interpréter en disant que c'est un atome de carbone qui réagit avec une molécule de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone. Mais on pourrait l'interpréter à un niveau plus grand, c'est-à-dire à un niveau macroscopique, en disant que c'est une mole d'atome de carbone qui réagit avec une mole de molécule de dioxygène pour former une mole de molécule de dioxyde de carbone. Deuxième exemple, la combustion du méthane. Donc le méthane, ce n'est rien d'autre que le gaz de ville. Les réactifs sont bien sûr le méthane de formule CH4 et qui a besoin pour brûler d'un comburant qui n'est rien d'autre que le dioxygène. Les produits de la réaction sont l'eau et du dioxyde de carbone. Donc écrivons l'équation de la réaction avec à gauche les réactifs, à droite les produits. Mais on constate que si on laisse l'équation en l'état, elle ne satisfait pas les règles de conservation. En effet, à gauche, s'il y a bien dans les réactifs un atome de carbone et un dans les produits, par contre, nous trouvons 4 atomes d'hydrogène dans les réactifs et que 2 dans les produits. Et de même, s'il y a 2 atomes d'oxygène dans les réactifs, on en trouve 2 plus 1, 3 dans les produits. Donc, on ne peut pas laisser l'équation en l'état. Et on ne peut pas modifier les formules chimiques. Donc, la seule possibilité pour arriver à ajuster cette équation de façon à la rendre compatible avec les règles de la conservation, ça va être de modifier les nombres ici que l'on a devant, c'est-à-dire les nombres stoichiométriques. Alors, on regarde si dans une molécule de méthane, on a 4 atomes d'hydrogène. Ces atomes d'hydrogène se retrouvent dans les molécules d'eau, à raison de 2 par molécule d'eau. Donc l'idée, ça va être de dire qu'au cours de la combustion d'une molécule de méthane, il ne va pas se former une seule molécule d'eau, mais 2 molécules d'eau. En effet, les 2 molécules d'eau vont contenir 4 atomes d'hydrogène. Alors, un raisonnement analogue pour les atomes d'oxygène. Après la transformation dans les produits, nous allons trouver 2 atomes d'oxygène dans les molécules d'eau, 2 également dans la molécule de dioxyde de carbone, ce qui fait un total de 4 atomes d'oxygène. Question, combien faut-il de molécules de dioxygène pour avoir 4 atomes d'oxygène? Eh bien, il en faut également 2. Donc ici, maintenant, l'équation, elle est équilibrée en ajustant les nombres stoichiométriques. On trouve bien qu'avant la réaction, on a un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 4 atomes d'oxygène. Après la réaction, on retrouve bien un atome de carbone, de plus de 4 atomes d'oxygène et 4 atomes d'hydrogène. Enfin, dernier exemple, l'action de l'acide chlorhydrique sur le fer. Donc, dans un tube à essai, on introduit de la laine de fer, de l'acide chlorhydrique qui est une solution aqueuse
qui contient des ions Cl- et des ions H+, hydrogène, et on s'aperçoit une certaine effervescence, c'est-à-dire la formation de bulles de gaz, qui n'est rien d'autre que du dihydrogène. Donc, dans cette transformation, les réactifs sont le fer, l'acide chlorhydrique, et les produits sont des ions Fe2, Fe2+, que l'on pourrait mettre en évidence par la formation d'un précipité vert si on ajoute de l'hydroxyde de sodium, mais également du dihydrogène. Alors, notons que dans l'acide chlorhydrique ici, qui est, je le rappelle, une solution aqueuse, c'est-à-dire à base d'eau qui contient des ions hydrogène H+, et Cl-, seuls les ions hydrogène H+, vont réagir. Les ions chlorure, Cl- ainsi que les molécules d'eau sont des espèces que l'on qualifie parfois de spectatrices. Et à ce titre, on ne les fait pas figurer dans l'équation de la réaction. Donc écrivons l'équation de la réaction avec à gauche les réactifs, à droite les produits, et on s'aperçoit que cette équation également ne satisfait pas les règles de la conservation, puisque nous avons 2 atomes d'hydrogène dans les produits et qu'un seul dans les réactifs. Et de même, les réactifs contiennent une charge positive, alors que nous en avons 2 dans les produits. Alors comment allons-nous équilibrer cette équation de la réaction? Eh bien, tout simplement en modifiant les nombres stoichiométriques. Et cette fois-ci, il suffira juste de mettre un 2 devant H+. En effet, on va retrouver à partir de maintenant un atome de fer dans les réactifs et les produits, 2 atomes d'hydrogène dans les réactifs et dans les produits, et 2 fois 1, c'est-à-dire 2 charges positives dans les réactifs et dans les produits.